Donc aujourd'hui, on va parler d'éthologie, de psychologie, de sciences du comportement, d'ABA. On va remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça parce que tout ça, c'est un sujet qui peut sembler complexe aux yeux de certains, certaines. Pour commencer, on va y aller direct. Éthologie, psychologie, pour toi, c'est quoi la différence, Stéphanie, entre les deux? Alors, si on veut simplifier, pour moi, enfin, on peut les définir tous les deux comme l'étude scientifique du comportement, en fait. Après, ça va être dans leurs objectifs et dans leurs approches que ça va être différent. L'éthologie, elle va avoir toute cette dimension évolutive et adaptative. Mhm, Elle va s'intéresser à toutes les facettes du comportement, si on peut dire, hein. Quand on s'intéresse à un comportement, on peut s'intéresser à sa fonction, mais on peut s'intéresser aux mécanismes aussi sous-jacents, pardon, à son évolution. Pourquoi est-ce que ce comportement est apparu au cours de l'évolution des espèces? Donc tout ça, l'éthologie va étudier toutes ces facettes et elle va s'intéresser aux animaux, qu'ils soient humains ou non humains. Alors que la psychologie, son objectif premier, c'est quand même de comprendre l'humain, oui. même si parfois elle utilise des modèles animaux pour comprendre l'humain. Euh, je dirais que c'est ça, c'est vraiment deux disciplines scientifiques qui étudient le comportement, mais avec une approche différente et un objectif différent et s'intéressent pas aux mêmes espèces non plus. Mhm. Oui, tout à C'est fait. clair ou ça Non, va? si, pour moi, c'est très clair. Donc, en éthologie, on va étudier les comportements de tout le monde, et aussi bien humains, en fait, on pourrait dire animaux humains et animaux non humains, finalement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai dit ça comme ça puisqu'on fait partie des animaux, hein, Tout à fait. mais on fait souvent la distinction, voilà, animaux humains et animaux non humains pour savoir de quoi on parle. Ouais, ouais. Et, Et euh, il y et a cette dimension évolutive et adaptative dans l'éthologie, hein, aussi, c'est vraiment s'intéresser aussi à pourquoi ces comportements sont apparus et pourquoi ils se maintiennent. C'est qu'ils ont une fonction et une utilité, en fait. Et alors, peut-être aussi, peut-être que l'approche, tu penses, en termes de méthodologie, elle est un petit peu différente dans la mise en pratique, finalement, un peu de la psychologie et l'éthologie. Qu'est-ce que tu penses de cette question? Alors, ça dépend ce que tu mets derrière. Enfin, l'approche méthodologique, elle va être la méthode scientifique quand même au démarrage, hein, pour Mhm. les études. Donc, on va être de la méthodologie qui est très semblable. Euh, Ok, on va en parler plus en détail plus loin. Alors c'est vrai qu'on va pas tout de suite se lancer dans les grands débats profonds, sinon on en a pour des heures. Mais J'essaye d'être synthétique, hein. On m'a dit d'être synthétique, t'as j'essaye bien d'être raison. très simple. Du coup, on pourrait se dire, euh, donc t'as parlé un petit peu des différences principales entre les deux. Est-ce qu'on peut dire d'où ça vient? Quel est un petit peu l'historique de l'éthologie? Elles étaient presque beaucoup plus marquées il y a même un siècle. Parce qu'au cours de l'histoire, forcément, avec l'évolution des connaissances, on a eu par exemple le développement des théories évolutionnistes, il y a eu le progrès des sciences cognitives. Donc aujourd'hui, les champs de recherche de la psychologie et de l'éthologie se recoupent beaucoup plus. L'éthologie, elle s'inscrivait au démarrage plutôt dans la continuité de ce qu'on appelait l'histoire naturelle. Alors, l'histoire naturelle, c'était expliquer le monde qui nous entoure, en fait, hein, et expliquer décrire et comprendre, en fait, les caractéristiques des êtres vivants qui nous entourent. Ok. Donc, que ce soit les plantes ou les animaux. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on a acquis des connaissances, on a dû scinder cette science en multiples sciences. Donc certaines se sont intéressées aux plantes, d'autres aux animaux, certaines se sont intéressées plutôt à la physiologie et au fonctionnement interne des êtres vivants, alors que d'autres au comportement, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à un certain nombre de disciplines scientifiques très, très vastes. Mhm. Et donc l'éthologie, elle s'inscrit là-dedans. Donc c'était vraiment comprendre
les êtres vivants qui nous entourent. Alors que la psychologie, elle vient en ligne droite de la philosophie de la Grèce antique, où c'est vraiment comprendre l'humain et pouvoir ensuite éventuellement modifier le comportement humain en fonction des situations. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, c'est quelque chose que j'avais pas forcément, moi, que j'avais pas forcément dans mes connaissances, du fait que ça vienne de ces deux branches très différentes, en fait. C'est deux branches très différentes et c'est pour ça, mais c'est aussi leur complémentarité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, c'est des disciplines qui se sont un peu battues pendant très longtemps pour savoir qui avait raison. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que toutes les connaissances qu'on avait acquises d'un côté et de l'autre Se étaient, rejoignent. se rejoignaient en fait. Et elles apportaient, et chaque discipline a apporté énormément à l'autre en fait. Et c'est effectivement leur socle de base, leur socle historique qui fait qu'elles se sont développées différemment. Et il y a aussi un impact des pays, hein. Elles se sont développées différemment en fonction des pays. Mhm. Même la psychologie n'a pas été la même en Europe qu'aux États-Unis, par exemple. Il y a eu des axes de recherche qui ont été différents. Et tout ça maintenant fait partie de toutes nos connaissances et toutes les connaissances qu'on peut utiliser. Mhm. Ouais, ouais, je vois. Et on a déjà une question. Est-ce que ça va pour toi si je pose les questions un Oui, petit peu oui, au oui, même c'est mieux. Et moment? puis ça va me détendre parce que je suis Ouais, pas pas de problème. ça, donc Super. En tout cas, tout le monde nous confirme que les voix sont bien claires, et que tout va bien, donc ça me rassure. Merci beaucoup pour votre collaboration. Et puis alors, j'ai Charlotte qui demande, est-ce que les deux s'intéressent à des comportements différents, donc pas forcément tout le temps, mais parfois, j'imagine qu'il existe des fonctions population qui ne sont pas forcément individus. Alors, alors, est-ce que tu as compris la question? non. Pas en totalité. Pas en totalité. Est-ce que tu peux me la relire déjà? Oui, donc est-ce que les deux disciplines s'intéressent à des comportements différents? On va dire point d'interrogation, fin de la D'accord, phrase. Et ok. puis alors, elle a un petit peu détaillé Charlotte en disant peut-être pas forcément tout le temps, euh, pas forcément tout le temps, mais parfois, j'imagine qu'il existe des fonctions population qui ne sont pas forcément individus. Alors, qu'est-ce qu'elle met derrière fonction population, en fait, c'est ça, et individu. Parce que, euh, alors, historiquement, l'éthologie s'est intéressée plus aux comportements spécifiques. Ce qu'on appelle comportements spécifiques, c'est les comportements caractéristiques d'une espèce. Oui. Le comportement, d'ailleurs, en biologie et dans l'histoire naturelle, le comportement en démarrage, il était utilisé comme descripteur de l'espèce. Alors que la psychologie, elle, s'est intéressée plus au comportement, à tout ce qui était universel, en fait. Parce que l'objectif était d'utiliser les modèles animaux pour comprendre l'être humain. Mhm. Donc, c'était des comportements qu'on retrouvait chez beaucoup d'espèces. C'est comme ça, d'ailleurs, que en éthologie, on a plein de connaissances, on a acquis beaucoup de connaissances sur les espèces et les spécificités des espèces, et qu'en psychologie, on va avoir toutes ces connaissances sur, par exemple, les apprentissages associatifs qu'on Mhm. utilise, qu'on utilise régulièrement sur le terrain. Oui. Euh, donc en ça, au démarrage, ils se sont vraiment intéressés à des comportements différents. Euh, Aujourd'hui, ce qui va faire plutôt la différence, ça va être effectivement l'objectif d'étude. La psychologie se place quand même dans le contexte de comprendre l'humain et d'améliorer la vie de l'humain, entre guillemets. Et Mhm. je vais rebondir sur tout ce qui est sur la fin de sa question. Alors, Ouais, avec individu versus population, c'est vrai que c'est intéressant. population, et en fait, je vous expliquais qu'il y avait eu au fur et à mesure des connaissances, on a tellement de connaissances que on va avoir plein de disciplines qui vont pouvoir se développer. Hein. Donc je vous disais, très, très simplement, il y a des disciplines qui vont s'intéresser aux plantes, d'autres aux animaux, certaines à la physiologie, à la neurologie, au comportement, etc. Et dans la continuité de l'histoire naturelle et de l'éthologie, on va avoir aussi des choses qui vont se scinder, et notamment, euh, on va avoir naissance de l'écologie et de l'écologie comportementale. Et donc là, on va s'intéresser au fonctionnement des populations et au comportement euh, du coup des populations, comment les populations s'adaptent à leur environnement.
Donc on est encore dans une autre discipline en fait, qui est à la limite. L'éthologie, elle va s'intéresser de l'individu jusqu'au groupe social à peu près, Mhm. puisque on a toutes les données qu'on a sur la socialité proviennent des études en éthologie. Et après, quand on va passer sur des études plus grosses, sur des populations, les relations proie-prédateur, on va plutôt être dans le domaine de l'écologie. Ah ouais. Même tout, c'est comme par exemple, c'est comme aussi pour l'éthologie et la psychologie, hein, tout se recoupe plus ou moins, hein. Oui, c'est ça, c'est On des a sciences voilà, qui elles sont ont, très il y a complémentaires. et c'est complémentaire. Et il y a des fois, il y a des champs de recherche qu'on trouve dans les deux disciplines scientifiques en fait. Mhm, tout à fait. Il faudra Euh, que Charles nous dise si j'ai répondu à sa question. je pense que oui, parce qu'elle a répondu super, et donc la différence est plus universelle versus espèce, si on veut résumer en une phrase, quoi. La différence Oui, historique, c'est plus le cas maintenant. ok. Donc, Maintenant, c'est encore plus mélangé. complexe. C'est un peu plus complexe que ça maintenant, parce qu'on a tout un champ aussi de recherche comparée, notamment en psychologie comparée, où on va comparer les comportements des différentes espèces. Donc, historiquement, c'était ça. Ok. Et donc, psychologie, éthologie, ABA. On n'a pas encore parlé d'ABA. Euh, où est-ce que ça vient un petit peu s'insérer dans tout ce qu'on vient de dire? Euh, voilà. Est-ce que tu as envie de développer un petit peu plus sur qu'est-ce que l'analyse appliquée du comportement en Et grands alors, termes? on va essayer de rester aussi synthétique. Par contre, il y a quelque chose du coup que je dois expliquer, c'est qu'il faut distinguer. Avant de parler d'ABA, il faut distinguer ce qu'on appelle recherche fondamentale et recherche appliquée. Et ça, c'est valable que ce soit pour l'éthologie, la psychologie ou toute autre discipline scientifique. Alors, pour faire simple, recherche fondamentale, c'est comprendre, c'est décrire et comprendre les choses. Donc, par exemple, on va décrire et acquérir des connaissances sur une nouvelle maladie. Je vais prendre le médical parce que c'est assez facile à comprendre. Donc, on va faire des recherches pour comprendre les mécanismes d'une maladie et comment elle se met en place dans l'organisme, quelles sont par exemple les molécules impliquées, des choses comme ça. Donc là, on est sur de la recherche fondamentale, on va comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, on va avoir toute une série de disciplines qui sont de la recherche appliquée. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en application les connaissances qu'on a acquises par la recherche fondamentale. Dans mon exemple de la maladie, une fois qu'on connaît la maladie, qu'on l'a décrit, qu'on connaît ses mécanismes, on va pouvoir évaluer par exemple l'impact d'un médicament Mhm. sur la maladie. Et donc là, on va être directement dans ce qu'on appelle la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on va appliquer ce qu'on a appris en recherche fondamentale pour trouver une application directe qui va nous servir. Donc ça, c'est vraiment la différence entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et donc, en fait, si on veut découler une explication de ça, on pourrait dire que finalement, les éducateurs canins, etc., ce qui concerne notre milieu, ben, on est plus dans l'application que dans de la recherche fondamentale, quoi. Oui, On n'est sachant pas que des ce scientifiques, ne hein, fait mais... pas de la recherche, mais par contre, effectivement, en fait, sur le terrain, toutes les recherches, qu'elles soient fondamentales ou appliquées, vont nous intéresser. Et effectivement, les études en recherche appliquée euh, vont être plus parlantes pour nous, Mm. même s'il y en a aussi dans la recherche fondamentale dont on a besoin. Et donc, par exemple, en éthologie, on va trouver tout ce qui est les études sur le bien-être animal. Tout ça, on va être quand même beaucoup dans la recherche appliquée, mais on va se baser sur la recherche fondamentale, c'est-à-dire que pour pouvoir proposer des solutions d'amélioration de bien-être animal, il faut bien sûr connaître l'espèce et connaître les spécificités de l'espèce pour pouvoir être dans le juste. Donc, il faut avoir étudié les besoins fondamentaux de cette espèce, par exemple, pour pouvoir savoir comment aménager l'environnement. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, on va revenir sur ta question. Du coup, l'ABA, c'est de la psychologie appliquée.
D'ailleurs, ABA, ça veut dire analyse appliquée du comportement, hein. C'est ça. Et donc, je vous parlais du bien-être animal en éthologie. Ben, en psychologie, on a tout un tas de disciplines scientifiques qui vont être de la recherche appliquée et qui vont donner naissance à plein de thérapies comportementales, en fait. À partir des connaissances qu'on a acquises sur l'humain en recherche fondamentale, on va avoir développé toute une série de thérapies comportementales qui ont été testées et approuvées par la recherche appliquée. Et donc là, je vous rappelle, hein, psychologie, donc on s'intéresse à l'humain. Donc c'est vraiment les thérapies comportementales qui sont destinées à l'humain au démarrage. Et l'ABA fait partie de ces thérapies comportementales, en fait. Et chaque thérapie va se baser sur certaines parties de nos connaissances, en fait. Alors, sur certaines parties des connaissances qu'on a acquises en recherche fondamentale. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les thérapies cognitives, les thérapies émotionnelles, etc. Donc, on va se baser sur des choses différentes. Et donc, l'ABA fait partie de ces thérapies et se base en premier lieu sur les connaissances qu'on a acquises sur les apprentissages associatifs. Oui. Et Voilà. il y a déjà une question par rapport à ça. Oui, La question c'est, du coup, l'ABA, c'est comme les TCC, donc pour donc les thérapies oui, cognitivo-comportementales qu'on utilise pour les humains. Euh, oui. c'est ça en fait, la question. C'est pas- C'était ça la question? Bah, c'est c'est ça. la réponse est oui. Voilà. Là, la réponse est simple. Oui, Donc, en voilà. fait, ces thérapies, la visée première, c'est la modification du comportement. Et donc, on a vu, il y a certains, l'ABA essentiellement a fait l'objet d'études pour les modifications au niveau des comportements des animaux et puis seulement des humains. Depuis quelques années, ça a commencé, alors c'est une des thérapies comportementales qui est assez ancienne déjà, hein, puisque les apprentissages, en fait, on a testé des thérapies comportementales, on a créé des différentes, au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances. Et les recherches en cognition, les recherches sur les émotions sont beaucoup plus récentes que les recherches sur les apprentissages, par exemple, en tout cas les apprentissages associatifs. Donc c'est une thérapie qui est relativement ancienne en fait. Enfin ancienne entre guillemets, hein, mais Oui. euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Zut. Il y a donc on parlait de TCC et on disait que l'ABA c'était ça et qu'en fait l'ABA était plus ancienne Oui, que c'est ça. Et donc j'étais partie sur les dates, c'est ça. Et donc en fait, ensuite on l'a appliqué, on a commencé à l'appliquer essayer de l'appliquer sur les animaux. Et ça a démarré dans les parcs zoologiques en fait dans les années, je dirais 90, 1990, 95, je pense. Les premières recherches, les premières études qu'on a, en tout cas, c'est là-dessus. Et après, on a commencé à l'appliquer sur les chiens et les animaux domestiques pour à visée de modification des comportements. Il y avait eu quelques études il y a, je dirais, une quinzaine d'années. Et après, ça a été vulgarisé depuis à peine 10 ans, en fait, hein, dans le monde du chien. Et donc, voilà, ouais pour ouais, de la BA. c'est Mais oui, ça. pour répondre à la question, effectivement, c'est un jumeau ou une jumelle des TCC. OK. Et alors, c'est vrai que j'ai pas prévenu nos viewers avant de démarrer ce live, mais aujourd'hui, on est vraiment en mode super geek. Donc, voilà, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on plonge un petit peu dans tout ce qui va être études scientifiques, etc. C'est un petit peu plus complexe et peut-être moins léger que les sujets qu'on aborde habituellement. S'il y a des questions euh, par rapport à des termes qu'on emploie ou quoi que ce soit, il faut surtout pas hésiter à poser ces questions dans les commentaires. Il n'y a vraiment aucune question Oui, bête. oui, C'est oui. vraiment important pour nous que en fait, ce contenu il soit vulgarisé et qu'il soit à la portée de tout le monde, même si au départ c'est un contenu un peu complexe. C'est vraiment important de le rendre accessible. Donc, on vous encourage vraiment à poser votre question et il n'y a pas de questions bêtes. Euh, alors du coup, j'ai un commentaire de Hélène qui dit c'est ce que reproche un
coercitif que la recherche fondamentale est appliquée. Attends, je vais le lire une fois dans ma tête si tu veux bien, et puis après je vais le lire à voix haute, parce que sinon les phrases vont pas faire sens dans ma tête. Euh, Ah oui, donc ce que on va dire le monde entre guillemets du coercitif reproche, c'est que la recherche fondamentale n'applique pas les mêmes méthodes et donc ne permet pas vraiment d'invalider leurs méthodes. Voilà le commentaire Oula. d'Hélène. Mais donc du coup, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais en ABA, on a aussi utilisé des méthodes coercitives, hein. On Oui, les a étudiées en fait. oui. Par contre, je comprends pas trop la question parce que moi, je pense que ce qui est relis-moi un peu la question là parce que les Oui. coer... Alors Hélène, si tu veux nous préciser, je fais juste le petit message entre parenthèses. Hélène, si tu veux nous préciser si on n'a pas bien compris la question et si la réponse qu'on va te donner n'est pas Oui, surtout, euh, hein, surtout. voilà, dans la lignée de ce que tu as voulu dire, n'hésite surtout pas à nous le dire parce qu'on fait de notre mieux par message, c'est pas toujours facile. Donc ce qu'Hélène dit, c'est ce que reproche un coercitif, que la recherche fondamentale et appliquée n'utilisent pas leur méthode comme eux et donc ne permet pas vraiment d'invalider leur méthode. Mais moi, je pense que en fait, on a étudié les méthodes coercitives. Oui, j'essaye de comprendre ce que veut dire Hélène en fait, mais parce qu'après il faut faire attention aussi, que ce soit d'ailleurs là, que ce soit les méthodes dites coercitives ou que ce soit les méthodes dites positives, il faut aussi faire la part des choses entre ce qui est réellement scientifique et ce qui ne l'est pas. Et le gros problème qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est ça, c'est que si vous dites à un coercitif, alors j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai vu? Oui, si vous dites au coercitif, la caresse fait pas partie de l'éthogramme du chien, donc c'est pas bien de caresser, là, vous n'êtes pas dans le scientifique du tout, quoi. Là, vous n'êtes pas du tout dans la définition de ce que c'est qu'un éthogramme, à quoi ça sert, etc. Donc, forcément, le coercitif ou n'importe qui en face, coercitif ou pas, va vous dire, bah, c'est du flan. Bah oui, c'est du flan, parce que ça, c'est pas de la science. Donc, je pense qu'il y a il y a deux choses. Il y a effectivement savoir exactement ce que c'est que la science et ne pas attribuer une information comme scientifique si elle ne l'est pas. Mhm, Et la deuxième chose, c'est donc par rapport aux méthodes dont parlait Hélène. Donc effectivement, dans les études qui essayent de comparer, euh, les chercheurs essayent d'aller sur le terrain et d'appliquer pour comparer les deux méthodes. Sachant que maintenant, autant il y a 50 ans, ça posait pas de problème. Aujourd'hui, on a des problèmes, on a des questions d'éthique. tout à fait, oui, dans les Donc, études. il y a des choses qu'on va pas pouvoir vraiment tester comme on veut, euh, parce qu'on ne va pas appliquer de la douleur sur un animal juste pour le plaisir d'appliquer de la douleur sur un animal. Par contre, il y a des études qui vont dans les centres d'éducation pour relever les comportements, observer les comportements. Et du coup, dans leurs observations, ils relèvent comment sont faits les apprentissages, quel est l'environnement global, parce que si après ils relèvent des comportements liés par exemple à de la peur chez l'animal, il faut bien être sûr que c'est lié à la méthode utilisée et pas à un environnement qui est super trop stimulant par Oui, rapport au centre d'éducation voisin où c'est super calme parce que c'est en pleine nature. tout à fait. Donc tout ça c'est relevé, c'est comparé et c'est en relevant aussi la méthode utilisée par ces éducateurs qu'on arrive à classer dans euh, de quel côté on les met pour la comparaison. Mais il n'y a rien de... C'est aussi complexe dans le sens où il n'y a pas toujours de la logique au niveau apprentissage derrière, que ce soit en positif ou en coercitif. Ouais, non, Donc, je vois ce que il tu veux ajoute une dire. complexité pour les études. Je ne sais pas si c'est ça dont Hélène voulait parler quand elle parlait de méthodologie.
Oui, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Ok, c'est parfait. J'ai eu un tout petit souci micro. Donc, Ok. il y a Bah, quelqu'un d'autre il n'y a pas qui... de souci sur mon micro, que tout le monde m'a entendu, ça va? Oui, non, c'était le mien. C'est moi qui ai, en bougeant ma jambe, qui est débranchée. Je l'ai vite rebranchée. Euh, ok, mais j'ai bien entendu tout ce que tu voulais dire. Et en fait, je vais essayer de faire un très très gros résumé. C'est que on ne peut pas dire que les méthodes de... Ah, déjà, de base, c'est compliqué de décrire qu'est-ce qui est fondamentalement coercitif et qu'est-ce qui est fondamentalement bienveillant, etc. Parce que la ligne n'est pas si claire, si fine. Bah, bien sûr, si on prend des exemples extrêmes dans une part ou dans l'autre, on va Ça, il y a avoir une ligne, mais là, au milieu, il n'y a pas un blanc ou tout noir. Il y a aussi un moment donné où ben, ça dépend de l'individu, ça dépend de l'environnement, ça dépend de ce qu'il est capable d'accepter ou pas, ça dépend de qu'est-ce qui est renforçateur pour lui ou qu'est-ce qui est punisseur pour lui, qui n'est pas le même pour un autre individu. Oui, on peut dire ça, effectivement, aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça c'est moche, ça c'est mauvais et ça Les c'est bien. extrêmes, c'est facile à comparer. Oui. Après, il y a beaucoup de gens qui utilisent des tambouilles, quand même, un peu enfin, pas vraiment des tambouilles, mais qui utilisent un peu de chaque. Donc, et après, il faut aussi être conscient que quel est l'objectif derrière. Alors là, je vais me placer vraiment en scientifique, c'est-à-dire que la science, elle n'est pas là pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, hein. Oui, ça La c'est vrai science aussi que est c'est... là pour apporter des informations, et après, c'est à la société de décider. Mhm, C'est à la société de décider ce qui est acceptable ou pas acceptable. Parce que si vous faites une étude sur une modification comportementale, vous avez certainement plusieurs moyens de faire cette modification comportementale. Et une fois que vous avez utilisé ces moyens, vous allez avoir d'une part le résultat que vous allez regarder. Est-ce que le résultat est pertinent? Mais aussi, vous pouvez regarder le temps que ça a pris et vous allez pouvoir regarder l'effet sur l'animal et sur le bien-être de l'animal. Donc on est sur trois choses différentes, c'est-à-dire donc quel est l'objectif de la société? Est-ce que c'est absolument d'avoir du résultat ou est-ce que c'est se placer dans un cadre de bien-être animal? Et le problème, il est là, c'est qu'on ne peut pas confondre science et société et décision de la société. mhm, C'est-à-dire que la science, elle va nous apporter les informations. Elle va nous dire, quand on utilise ça, quand on utilise tel truc, ça génère de la douleur chez l'animal, donc ça impacte son bien-être. OK, mais quand on utilise ça, ça a tel ou tel résultat. OK. Donc c'est à nous, au niveau, et c'est pour ça que c'est très compliqué aussi, c'est que c'est à nous en tant que société de décider ce qui est acceptable ou pas acceptable. mhm, mhm. C'est pas la science qui va décider pour nous. Non, c'est Il ça. Ce que la y a science vraiment nous une dit, c'est différence, là. On n'est plus les effets. dans la science du coup. C'est ça. Ce que la science nous dit, c'est par exemple si on utilise telle méthode qui impacte grandement sur le stress de l'individu, eh ben, il va y avoir tel et tel résultat ou tel et tel effet secondaire indésirable. Voilà, c'est ça. On va voir aussi effectivement tout ce qui est effet secondaire. Résultat sur le comportement cible et les effets secondaires, et puis tout ce qui va tourner autour, quoi. Est-ce que pour la société, le plus important, c'est effectivement que le chien, enfin, je sais pas, enfin, on est surtout beaucoup sur des cas de morsure au niveau sanitaire, mais euh, où est-ce qu'on passe le curseur en fait? Parce que à partir du moment où une méthode est basée sur les apprentissages qu'on a démontrés scientifiquement, même si c'est des apprentissages, on va dire, coercitifs, ou qui utilisent de la douleur, etc., à partir du moment où c'est cohérent dans l'apprentissage, il va y avoir apprentissage. Mais quel est l'impact derrière pour l'impact psychologique sur le chien derrière? Et qu'est-ce que veut la société? C'est ça, en fait. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux Et c'est dire. pour ça que c'est si complexe aussi. Mais moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai que j'aime beaucoup comment dire cette réponse qui est assez complète et complexe parce que c'est vrai qu'on a tendance à dans notre monde je pense que si nos viewers sont sur Muso Plus, ils sont plutôt
dans l'éducation bienveillante, etc. Donc je vais partir de ce principe-là. Je pense que dans notre monde, on est très clivé entre il faut surtout pas faire des méthodes coercitives et il faut surtout faire que des méthodes bienveillantes. Alors déjà, numéro un, qu'est-ce que ça va être? Quel impact? Bon, on sait bien que si on donnait un coup de pied au chien, c'est pas une... Enfin, on sait bien que c'est coercitif et que c'est pas bienveillant, hein. Mais je veux dire, il y a du flou un petit peu plus là-dedans, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a des entre-deux où bah, on sait pas, il faut voir en fonction de l'individu. Euh, il y a ce truc-là. Il y a le truc que... attends, j'ai aussi un petit peu perdu le fil parce que j'étais en train de lire des questions en plus. Donc, il y a ce truc un petit peu flou. Et il y a aussi le truc de... c'est pas si simple que c'est bien ou c'est mal. Et le coercitif, c'est toujours mal. Ce que je veux dire, bien sûr que c'est complexe comme conversation, que c'est pas une conversation que les gens aiment entendre et que en général ça fait de partout. Mais je trouve que c'est mieux de savoir pourquoi est-ce que c'est mal d'utiliser finalement. Pourquoi est-ce que c'est mal? Qu'est-ce qui est être mal? Pourquoi est-ce que c'est mal? Quels effets secondaires ça apporte? Concrètement, en fait, qu'est-ce que ça a comme impact d'utiliser certaines méthodes plutôt que d'autres et avoir, je vais dire, un argumentaire développé à ce niveau-là plutôt que de dire hop, ça ne marche pas à la poubelle. Parce qu'en fait, parfois, ça peut marcher. Alors, on ne dit pas qu'il faut l'utiliser même si ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire ça marche, etc. C'est encore voilà, d'autres choses qu'on va mettre sur le Oui, côté c'est sinon ça. on est là pour 4 heures. Mais Et c'est vraiment se mettre où on met le curseur en fait, parce que et effectivement, à partir du moment où on utilise correctement les apprentissages et en particulier les apprentissages associatifs, on peut avoir on va avoir un apprentissage de la part de l'animal. Mais après, il faut regarder effectivement les effets secondaires et puis nous, en tant que société, où est-ce qu'on veut mettre le curseur. c'est ça. Et donc ça, c'est grâce aux études scientifiques qu'on peut, pour conclure, qu'on peut avoir les données éclairées pour prendre nos décisions C'est plutôt ça, morales après, c'est quoi. exactement ça. La science va nous apporter les informations pour que nous, on puisse ensuite décider de manière éclairée sur les choix qu'on fait au niveau sociétal. Alors, on va pas... Je vois qu'il y a quand Là, même... du coup, on a complètement dévié par Ouais, rapport au sujet premier, hein, mais c'est bon, pour ça que j'allais... moi, c'est le... Non, mais et c'est parce qu'on a beaucoup de commentaires qui rebondissent là-dessus. Et donc, Ok, du coup, eh ben, voilà, je vais juste vite fait repasser en revue ces commentaires, mais je voulais juste recadrer un petit peu le débat et dire qu'on va plus parler de science aujourd'hui parce que si on se lance dans des débats coercitifs versus bienveillants, positifs, etc., je vous jure qu'on n'a pas fini dans 4 heures et qu'au départ, c'est pas trop le sujet, mais en tout cas, le sujet, on va quand même... c'est clair Pardon. que les études et la science nous apportent des informations sur qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser en fonction de nos objectifs et qu'est-ce qu'il ne vaut mieux pas utiliser en fonction de nos objectifs. Donc je repasse vite en revue pour être sûr qu'on n'a pas oublié de commentaires là-dessus. Euh, Peut-être me les lire, non? oui, bah c'est parce qu'il y en a qui sont Bon. vraiment très longs. Euh, voilà, bah ok, je vais te lire. Alors, je vais te lire une. Oui, donc ça, on a déjà répondu, sujet d'Hélène, etc. On a passé un petit peu de temps dessus. J'espère qu'on a répondu à la question, mais je pense que oui. Euh, Il y avait aussi une question, comment distinguer une véritable étude scientifique et ce qu'on nous vend, parfois comme une étude scientifique. Alors, je vais, je vais te proposer de faire une toute petite réponse parce que ce sera peut-être le sujet d'un prochain live et on va peut-être en parler pendant beaucoup plus longtemps plus tard. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si ce genre de sujet, grand sujet, vous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup de savoir. Donc, je te laisse quand même faire une petite phrase là-dessus. Je vais faire une réponse un peu promotionnelle, mais je suis désolée, mais je vais la faire Ah, bah parce tu... Écoute, avec grand plaisir. qu'il y a, je ne sais pas combien d'années, la formation sur l'approche scientifique Oui. qu'on propose sur Muso, que je ne suis pas sûre du tout de reproposer parce qu'en fait, on a, on a rarement beaucoup d'inscrits, alors que c'était l'objectif de cette formation, c'est de savoir ce que c'est que la science. Donc, dans cette formation, c'est effectivement de décrire vraiment ce que c'est que la science, expliquer recherche fondamentale, recherche appliquée, expliquer ce que c'est qu'une étude scientifique, où les trouver, savoir évaluer une information. Comment évaluer la fiabilité d'une information et c'était l'objectif de cette formation, mais en fait,
Elle n'a pas l'air d'intéresser tant de gens que ça, donc Mais moi, je crois que ça va intéresser les personnes qui nous regardent, parce que je pense que si elles sont là, ces personnes, c'est qu'elles sont intéressées par la science, et peut-être qu'elles ça, ne c'est connaissaient pas peut-être que l'existence oui, du coup, de oui, cette je ne formation savais qui est... pas, ou peut-être la manière dont ça a été. Alors après, je comprends aussi que, et j'ai aussi des inscrits qui démarrent et qui ne finissent jamais la formation. Et je comprends que ce soit lourd parce que ça correspond pas aux formations que Muso propose généralement. Il y a pas d'application. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas avec votre chien, il y a pas de, c'est vraiment on travaille le cerveau et se mettre vraiment justement dans cette approche scientifique. Donc c'est vrai qu'on peut vite lâcher parce que c'est des cours, quoi. Hein, donc j'ai essayé de mettre un maximum de quiz, de choses pour vous entraîner à à réfléchir raisonner, assez. Oui, oui. raisonner, à réfléchir. Après, et j'ai mis un maximum d'exemples, et j'ai mis des exemples aussi dans les exercices qu'il y a à faire. Ce sont toutes des choses qui sont des exemples que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux, sur le chien, etc. Mais donc ça, c'est voilà, comment faire une différence? Ben, comment faire la différence entre une donnée scientifique et non scientifique? Et ben, il faut suivre une formation pour savoir ce que c'est que la science, quoi. Ouais, parce que c'est quelque chose de euh, très complexe. Oui, euh, et après, il faut pas non plus dénigrer les autres informations aussi. Je voulais dire ça aussi parce que la science nous amène des connaissances des choses stables, mais la science va pas au même rythme que les opinions, hein. Il faut le temps de démontrer les choses. mhm. Donc il peut tout à fait y avoir des choses qui ne sont pas démontrées scientifiquement, mais qui sont des choses qu'on va être qu'on va découvrir sur le terrain, notamment par notre expérience. Et donc, quand vous travaillez avec des gens d'expérience, il y a des fois, ils vont vous dire des choses, bah, c'est pas forcément prouvé scientifiquement, mais c'est des choses qui ont l'air logiques par rapport, en tout cas, à ce qui est prouvé scientifiquement. Donc, quand je dis déterminer la fiabilité d'une information, c'est aussi apprendre à prendre du recul, à apprendre à prendre du recul par rapport à chaque information. Évidemment, il y a les données il y a les données scientifiques, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit que les données scientifiques, elles évoluent en fonction des connaissances aussi. Oui, tout On a à fait. Il n'y a rien qui est figé dans le temps. Mais au moins, prendre le temps, quand on voit une information passer de savoir l'évaluer et plutôt que de partager tout de suite. Il y a même plein de choses qui passent sur les réseaux sociaux, notamment au niveau. Alors, je ne vais pas m'avancer là-dedans parce que moi, je ne suis pas vétérinaire, mais il y a plein de choses, notamment au niveau de la chaleur, je crois, des coups de chaleur ou le froid. Enfin, il y a des choses qui sont récurrentes tous les ans sur les réseaux sociaux et il y a des choses qui sont même dangereuses, des conseils qui sont dangereux pour les chiens. Et pourtant, ça se partage, ça se partage, ça se partage. Donc en fait, on, je pense que les réseaux sociaux auraient pu vraiment être une plateforme de partage de connaissances extrêmement intéressante. Seulement, plus personne ne vérifie les informations et tout le monde y va de sa croyance en fait. Tout le monde sait tout sur tout. On a complètement oublié l'expertise. Et au lieu d'aller chercher l'info vraiment à une personne qui va avoir l'information, moi, quand j'ai besoin de conseils sur la santé de mon chien, je ne vais pas voir mon boucher, je vais voir mon veto. Mhm. Et je ne vais pas voir mon éducateur, et je vais voir mon veto. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'on a chacun nos compétences, on a chacun une expertise différente en fonction de notre formation, en fonction de notre expérience. Et c'est un peu ce qu'on a quand même oublié sur les réseaux sociaux. Hein. Mhm. Oui. Bon là, je suis partie en live un peu là-dessus. Donc résumé, gardons l'esprit critique et essayons de Gardons, vérifier voilà, c'est ça. Tout n'est pas acheté nos à la données. poubelle, mais tout n'est pas à prendre comme ça en C'est argent ça. comptant. Et ouais. Dans la suite des commentaires, on a est-ce que l'ABA s'applique de la même manière sur un animal malade, euh, physiologiquement, mettons de côté les maladies mentales? Est-ce que ça rentre dans la boîte noire individu? La boîte noire individu. Moi, je pense que est-ce que l'ABA s'applique de la même manière sur un animal malade? Je pense Bon, que alors, oui.
différemment, mais enfin, je veux dire, Alors, c'est quoi? C'est parce que appliquer l'ABA pour modifier le comportement de l'animal malade. Enfin, l'ABA, c'est une technique pour modifier un comportement. Donc, si l'animal est malade et si la maladie n'a pas de rapport avec le comportement, je ne comprends pas la question en fait. C'est-à-dire que si c'est pour modifier un comportement, un comportement lié à la maladie, c'est la maladie qui génère ce comportement. Donc, en fait, il faut, il faut, il faut s'intéresser à la maladie et à soigner la maladie. mm, Et si la question était un comportement qui n'a rien à voir avec la maladie, ben, quel est l'impact de la maladie sur les capacités d'apprentissage de l'individu? mhm. Est-ce que l'animal va être capable de modifier son comportement vu qu'il a cette maladie? Alors même sans une vous pouvez apprendre à un chien à s'asseoir ou à donner la patte. S'il est amputé, vous ne pourrez pas lui apprendre à donner la patte. Je prends un exemple extrême, mais Non, donc bien en fait, sûr. quel est l'impact de la maladie sur le comportement qu'on veut modifier? En fait, C'est ça. si j'essaye de résumer, on peut dire qu'en fait, en réalité, la maladie, c'est un antécédent distant ou parfois même un antécédent direct et que bah, on le prend en compte. Parfois, Eh ben, ça coupe complètement la possibilité du comportement, comme par exemple dans ton exemple de patte amputée. Et puis parfois, ben, peut-être que ça le modifie légèrement, mais et parfois peut-être que ça n'a pas d'impact. Ça dépend de chaque situation, chaque c'est ça. individu et voilà. Si on veut C'est ça. Ça résumer dépend de rapidos. la maladie, ça dépend du comportement cible. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. Bah, il n'y a pas de réponse. Universel. Mais par principe, enfin, on soigne l'animal en premier. Ah oui, Le si on veut, comportement avant, après. oui, Par c'est principe, ça. c'est ça. Mais je pense qu'il y avait autre chose derrière cette question, en Ouais, fait. bien sûr. Euh, ABA vient de base de l'humain. Point d'interrogation. Ça, tu y as déjà un petit peu répondu. Oui, Notamment la prise en charge des personnes dans le spectre de l'autisme. oui, C'est une méthode qui est critiquée, point d'interrogation, autant dans le monde oui, humain que chien, point d'interrogation. oui. Je réponds oui. Oui, oui, parce que c'est une méthode critique. Bah, forcément, hein, il y a des avantages et des inconvénients sur chaque thérapie comportementale. Ce qui avait été aussi beaucoup critiqué sur la BA, c'est la non prise en compte des émotions. En tout cas chez l'humain. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste non plus de l'ABA, hein, donc je vais être limitée dans mes réponses, hein. Par contre, l'ABA telle qu'elle est utilisée, en tout cas telle qu'elle est utilisée chez l'animal, souvent, elle prend en compte plus que l'ABA, en fin de compte, dans l'analyse fonctionnelle même. Donc, en tout cas, de ce que j'ai vu utiliser chez l'animal, la formation de Lisa qui est très bien faite. Euh, donc, à partir du moment où on prend l'ensemble des choses, et en particulier les émotions, ça pose moins de problèmes. Mais effectivement, je réponds oui à toutes les questions qui avaient été. L'ABA, c'était pour l'humain, l'ABA a été critiquée, notamment pour ça, entre autres. Et parce que c'est quand même une thérapie comportementale qui est assez ancienne maintenant. Et effectivement, elle est utilisée essentiellement pour les troubles autistiques, Mhm. en tout cas chez l'humain. Merci. Alors, on a aussi un petit commentaire, et là, je pense que ça rebondissait sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, bah, la science ne dit pas ce qu'il faut faire, elle dit ce qui est Oui, finalement. J'ai un commentaire qui dit, c'est là que la philosophie et l'éthique sont nécessaires aux sciences, mais ça rejoint tout à fait ce qu'on disait c'est tout à ça, c'est l'heure. complémentaire, tout à fait. Alors, il y a encore un petit peu des commentaires sur le côté coercitif versus bienveillant. Je pense on y a beaucoup répondu, donc on va un petit peu passer à autre chose. Ça pourrait être sujet entier plutôt d'un live. Donc, du coup, dites-nous dans les commentaires si ça, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, de savoir l'impact peut-être des méthodes dites coercitives versus les méthodes dites positives ou bienveillantes en sciences. Si ça, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, dites-le-nous dans les commentaires et on essayera de faire quelque chose, pourquoi pas avec Stéphanie, que ce soit... On ne sait pas encore, voilà, on verra bien à ce moment-là. Mais en tout cas, votre avis nous intéresse beaucoup.
Voilà, j'ai des commentaires qui vont dans ce sens-là. Tellement merci, ben, merci d'avoir dit merci. Merci. C'est ça. Euh, Je pense qu'il faut aussi se détacher de ces situations, de ce coercitif. oui, bah voilà. Je pense qu'aussi, il faut prendre du recul. Essayez de bien faire déjà vous, en tant que particulier ou professionnel. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas sauver tous les chiens. Et ça, effectivement, ça nous bouffe la vie de voir des chiens, de récupérer des chiens qui ont été malmenés, etc. Mais c'est en se formant, en étant vraiment des techniciens de l'éducation, qu'on arrivera à faire avancer les choses. Aujourd'hui, moi, je pense que les positifs ne sont pas assez formés et que le bon nombre de gens que j'ai qui arrivent chez moi, qui sont déjà allés voir plusieurs éducateurs, dont des positifs. Donc il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi un problème de formation et de vraiment de compétences, même euh, même sans le vouloir, tout le monde veut bien faire, tout le monde essaye de bien faire, mais je pense après qu'on a du mal aussi parfois à reconnaître nos limites de compétences. Et je pense qu'il faudrait déjà faire le ménage chez nous, entre guillemets, hein, chez les positifs. Et parce qu'en fait, à chaque fois qu'on critique les coercitifs sur les réseaux sociaux, on leur donne de l'importance, hein. Mhm, c'est pas faux, c'est clair. Euh, j'ai un autre commentaire qui rebondit sur tout à l'heure. Tu disais que le cours de Lisa était très intéressant pour ça, pour parler de Pour l'ABA. connaître, pour comprendre la BA, oui. Voilà. Et donc, j'ai un commentaire qui me demande est-ce que c'est les 4C? Je pense que le cours dont tu faisais référence, c'était à. Merde. Euh, C'est son... Je l'ai vu. Non, non, J'ai- non, pas les 4C, son cours sur Museau. Analyse et modification comportementale. Voilà, c'est ça. Analyse et modification comportementale, c'est ça. Quelle honte d'avoir oublié ça Oui. l'espace d'une seconde parce Après, que ça j'ai été dépend. assistante pendant longtemps. Après, c'est voilà, c'est parce qu'on parle d'ABA et que si vous voulez connaître un peu plus l'ABA, c'est la formation la plus intéressante. Après, si vous voulez faire de l'apprentissage, utiliser les apprentissages associatifs, vous avez les cours de Camille en fitness, vous avez les cours de Oui, medical training d'Iris. c'est ça. Et la Donc formation 4C, elle est plutôt dédiée aux professionnels en fait, qui veulent, oui, voilà, qui veulent devenir consultants en comportement mais là, je ne peux animalier. pas donner mon avis, je ne la connais pas. Non, bien Donc, sûr, bah, c'est juste pour répondre, pour les réponses les deux différentes, mais on n'est pas là pour parler de toutes les formations sur Musoplus, non, sinon, pareil, on n'a pas fini. Ok, super. C'est vraiment précieux ce genre de formation. Et je pense qu'on parle de ta formation du coup. Que ce genre de formation existe et soit mise à portée des humains de chiens, ne serait-ce que pour avoir un avis éclairé. Moi, je trouve que c'est aussi très précieux et je pense que tu ne diras pas le contraire puisque c'est la tienne. Voilà, j'ai d'autres commentaires que je vais passer, c'est gentil. Oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse pour un prochain live. Donc il y a des idées de prochains lives qui se profilent. ok. Euh, voilà, parfait. Eh ben écoute, Alors après, j'avais parlé un peu, pas forcément du coercitif et du versus positif en tant que tel, mais dans le webinaire que j'ai fait sur l'histoire de l'éducation, euh, d'abord j'en parle un peu, et forcément je parle un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait un bref historique de la science, des connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui sur le chien et d'où elles viennent. J'ai fait une petite frise et j'ai mis voilà, les connaissances sur la socialité, elles nous viennent des études en éthologie vers telle année, etc. Les apprentissages associatifs nous viennent de la psychologie du behaviorisme. Euh, donc en fait, dans le webinaire sur l'histoire de l'éducation, il y a aussi cette petite synthèse de l'histoire des connaissances qu'on a aujourd'hui en sciences. top. Merci beaucoup pour ce petit rappel. Du coup, ce sont Mais bon, pas les seuls. c'est pas évident du tout, hein, parce que même moi, quand je m'inscris à un webinaire, il y a des fois, je suis surprise, je me dis, waouh, ça c'est bien, et je m'attendais pas à ça, ou ah bah ça, enfin voilà, donc
c'est jamais évident de savoir quoi choisir, quoi prendre. Ouais, je pense qu'il n'y a pas le choix que de juste s'inscrire peut-être à des choses avec des professionnels qui nous inspirent, etc. Et Oui, puis après, on en tire ce qu'on aime en tirer. Et puis on fait aussi notre propre petit tri, quoi, hein, parce que c'est ça. voilà, Oui. tout n'est pas Et même toujours tout aller voir pertinent. des gens qui nous inspirent pas forcément, bien au contraire. Oui, Ça nous permet aussi de nous remettre en question et d'analyser pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord avec la personne. mhm, ouais, ouais, c'est vrai que ça. Le détail de la manière dont il fait, Mhm, etc. mhm. Ça nous aide aussi à mieux raisonner. C'est ça. Ok, donc c'est pas les seules disciplines qui s'intéressent au comportement, psychologie, éthologie, ABA, etc. Est-ce que tu peux nous citer rapidement d'autres approches qui étudient le comportement, même sans rentrer dans les détails? Alors, j'ai cité tout à l'heure la psychologie comparée, qui va s'intéresser aux différences entre les espèces. Ah bah évidemment, éthologie cognitive et psychologie cognitive, qui sont vraiment des disciplines qui se recoupent très fort, où là, on va s'intéresser à comprendre les processus mentaux mis en jeu quand on élabore une conduite comportementale, en fait. Après, on va retrouver bah, la génétique avec sa branche de génétique comportementale, donc l'influence des gènes sur le comportement. L'écologie dont j'ai parlé avec sa branche d'écologie comportementale. Donc là, on va s'intéresser aux stratégies comportementales et à leur efficacité en termes de survie d'espèces et de populations. Et puis après, ben, on va avoir tout ce qui va se rapporter, par exemple, aux neurosciences. On a tout ce qui est on a la neuroéthologie qui étudie donc du coup les processus neuronaux qui vont Mhm, être impliqués dans les comportements, physiologie, avec tout ce qui est impact des hormones, des protéines, etc. Et tous ces... Alors, ce qui est important là, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que ces disciplines, elles ne s'intéressent pas toutes aux mêmes facettes du comportement. En fait, il y a des disciples à tous les niveaux, on a la hiérarchie, entre guillemets, ce qu'on appelle la hiérarchie du vivant, c'est-à-dire c'est la structure du vivant, c'est-à-dire que tout en bas, vous avez les molécules hein, et les cellules. Les cellules vont former des tissus, les tissus vont former des organes, les organes vont former les systèmes, comme les systèmes respiratoires, etc. Et les systèmes, tous ensemble, vont former un individu. Les individus vont former des groupes, éventuellement sociaux. Les groupes vont former des populations, etc. Et les différents groupes, différentes espèces vont former des écosystèmes. J'ai simplifié, hein. Donc, en fait, et à tous ces niveaux-là, on peut étudier le comportement. mhm, En mhm. fait. Donc, on a un certain nombre de disciplines qui s'intéressent au comportement de manière complètement différente. Euh, donc, il y a vraiment des disciplines qui vont être axées à comprendre les mécanismes des comportements. Et comme par exemple, comme que je vous disais, celles qui s'intéressent aux neurones, aux hormones, etc. Et d'autres qui vont être axées plutôt sur la fonction des comportements, c'est-à-dire à quoi ils servent. Et donc, il ne faut pas vouloir non plus trop s'éparpiller. On, on- on peut avoir des bases en neurosciences, en génétique, etc. Nous, sur le terrain, ce qui nous intéresse quand même, c'est aussi la fonction, c'est ce qui est visible, parce que bah, c'est ce que j'explique un peu dans le webinaire sur le stress qui a eu lieu la semaine prochaine, c'est ce que je vais expliquer, c'est-à-dire que on peut dire qu'il y a du cortisol, on pourrait sous-entendre, voilà, oh bah ce chien-là, il est en stress, il y a du cortisol, il a une montée de cortisol, bah on n'en sait rien, on ne peut pas le mesurer le cortisol. Donc ce qui est important pour nous, c'est de voir les indicateurs comportementaux. Donc, c'est intéressant de savoir quel est l'impact des différentes molécules, quel est le fonctionnement du système nerveux, mais sur le terrain, c'est surtout important d'avoir toutes ces réponses comportementales et toutes ces analyses de la fonction des comportements. C'est ça qui va nous servir. Oui. Donc, c'est pour ça que les deux sciences qui vont nous servir le plus sont la psychologie et l'éthologie. Mhm, mhm, tout à fait. Et ben, du coup, c'est une parfaite conclusion pour ma prochaine question. Euh, pour toi, euh, est-ce qu'il faut absolument pratiquer l'ABA pour être un bon professionnel, plus est-ce que être éthologue, donc du coup du côté Hmm. recherche de la balance, font de nous des bons éducateurs canins, des bons professionnels en modification comportementale? C'est une longue question.
Alors, c'est une longue question et ma réponse, enfin, c'est une double question. Ma Oui, réponse, ma réponse courte, pour les deux cas, c'est non. voilà. Faut-il absolument faire de l'ABA pour pour être un bon pro? Ma réponse est non. Et faut-il absolument être éthologue pour être un professionnel? Ma réponse est non. Par contre, je vais nuancer. Oui, vaut mieux. Euh, ABA, ce qui est important, c'est effectivement la rigueur de l'analyse. Donc les connaissances en apprentissage, bien évidemment, et la rigueur de l'analyse. Donc pour ceux qui ont suivi déjà des cours en ABA, vous savez, et pour les autres, je vais vous le dire, il y a ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, qui va permettre d'analyser la situation, grosso modo. Hein, euh, donc pour simplifier, c'est vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre le comportement pour pouvoir mieux le modifier. Eh bien, en fait, ce qu'on appelle analyse fonctionnelle, c'est pas spécifique à la BA. On la retrouve par exemple, dans toutes les thérapies comportementales. Après, il y a des fois, elles n'ont pas le même nom, mais grosso modo, c'est la même chose. Ce qui est important, et moi, je pense qu'effectivement, l'avantage qu'on a à faire de la BA, c'est on va acquérir cette rigueur d'analyse, Une méthode aussi, une une méthode qui méthode est... d'analyse. euh, et puis de modification et une méthode pour appliquer correctement les apprentissages associatifs en fin de compte. Mhm. Et au niveau de l'éthologie, ben, l'éthologie va nous amener des connaissances, mais euh, faire de la recherche, ça nécessite une méthodologie précise et des compétences particulières. Et être éducateur, ça nécessite des compétences autres. Oui, tout à fait. Je reviens sur ce que je disais, c'est chacun son métier. Tout à fait. Je Ouais, ouais. parlais d'expertise. Donc, un chercheur n'est pas forcément un bon éducateur et l'inverse est vrai aussi. Mhm. Donc, on va avoir certaines compétences qui vont se recouper, bien évidemment, mais c'est surtout que en tant qu'éducateur, on va se baser sur les études en éthologie, mais on n'a pas forcément besoin d'éthologue. Et après, on sait aussi que maintenant, tout ce qui est recherche appliquée en éthologie, et notamment dans le cadre des méthodes d'éducation, la majorité des chercheurs travaillent avec des éducateurs, justement, hein, pour pouvoir évaluer correctement les méthodes, etc. Oui, tout à Sur fait. le fait que les éthologues utilisent. Donc tout dépend en fait de l'étude, parce que les éthologues travaillent, enfin, que ce soit les éthologues ou les psychologues d'ailleurs, ils maîtrisent quand même un minimum les apprentissages associatifs Mhm. hein, pour pouvoir faire leurs études. Donc il y a une série où ils peuvent faire seuls, et puis en fonction de la complexité, effectivement, ils vont travailler avec des spécialistes, donc soit des spécialistes chercheurs en apprentissage, soit des éducateurs de terrain, oui. Mais il y a des études aussi où on n'a pas besoin d'apprendre des compétences premières. Tout dépend en fait de l'objectif de l'étude. Oui, 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 tout à fait. Ouais, je vois ce que... J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions par rapport au petit, comment dire, au petit retour qu'on vient de faire, n'hésitez surtout pas. Alors, Euh, question dans le. ouais, Est-ce qu'il y a d'autres questions? je vérifie juste rapidement quelles sont les autres questions. Euh, Ah oui, donc il y avait une, comment dire, plutôt un rebond de Charlotte qui nous dit l'éducateur, il a deux conversations à mener, une avec le chien et l'autre avec son humain. Ça, c'est vrai aussi qu'il y a des compétences finalement de communication qui sont importantes Bien sûr, chez les bien sûr. professionnels de l'éducation canine et qui sont peut-être moins importantes chez les éthologues. Bien sûr, c'est en ça que je disais que c'était des compétences particulières pour chaque métier et que chaque métier est bien différent. Et tout Ouais, à ouais. fait. Et donc du coup, pour Et les professionnels qui nous regardent ou même les passionnés qui ne sont pas professionnels mais qui sont super geeks de la science du comportement comme nous, euh, par par où est-ce qu'ils pourraient commencer pour améliorer leurs connaissances, compétences dans ce domaine? alors, je vais rebondir d'abord sur le commentaire de Charlotte qui est extrêmement intéressant. Ok. Et ça va me permettre de répondre à ta question. Alors, que ce soit. Alors là, si je m'intéresse aux pros, que ce soit c'est sur des personnes de terrain, que ce soit éducateurs, comportementalistes, consultants ou toute autre appellation, hein,
Je pense qu'il y a 4 axes importants de compétences à avoir. D'une part, c'est avoir les connaissances, se baser sur les connaissances scientifiques connues, et en particulier celles de l'éthologie et la psychologie. Bon, bah ça, on vient d'en parler. Mais par rapport à ça, il faut avoir les compétences, il faut savoir évaluer, c'est ce que je disais tout à l'heure, évaluer la fiabilité d'une information. Donc il faut savoir où aller chercher, qu'est-ce que c'est que la science, un minimum comment elle fonctionne et comment aller chercher les informations. Ensuite, je suis à 2. Oui. Troisième chose pour moi, c'est acquérir une rigueur dans l'analyse comportementale, dont on parlait notamment quand on parlait de la BA, quand je parlais de la BA, c'est-à-dire savoir être rigoureux dans l'analyse et ensuite dans l'analyse des résultats au fur et à mesure des séances. Et la quatrième compétence qu'on oublie toujours et qui pour moi est indispensable, c'est une compétence à transmettre correctement les informations au maître, Mhm. à les accompagner correctement. Donc, quand je dis, pour répondre à ta question pour les passionnés ou les pros, par où commencer, ça dépend où ils en sont là-dedans. Mais il faut que c'est 4 axes à voir. Donc, si je prends le dernier axe pour revenir rebondir sur le commentaire de Charlotte, avoir des compétences pour se transmettre, eh ben, c'est pas si évident que ça. Et donc, il est aussi très intéressant de faire des formations à côté qui n'ont rien à voir avec le chien. Des formations de formateurs ou des formations de coach, mais qui nous permettent aussi d'être meilleurs sur le terrain, de mieux transmettre les informations, de ne pas trop donner d'un coup, savoir s'adapter au tempérament des maîtres, à leur capacité. Il y a des gens, au bout d'une demi-heure, ils sont largués dans leur tête. Il y en a d'autres, ils peuvent rester 1 heure et demie et apprendre et répéter tout ce que vous avez dit. Donc, vraiment apprendre à s'adapter aux gens. Pour ce qui est acquérir une rigueur dans l'analyse comportementale ou se baser sur les connaissances scientifiques et puis bien la thématique sur la fiabilité des informations, pour les 3 autres, je dirais, c'est aussi de se former. Et se former à différents endroits. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, analyse comportementale. euh, Analyse comportementale, il y a la formation de Lisa qui est très bien faite. Rigueur dans le travail, vous avez les formations des risques qui sont vraiment exceptionnelles. Et après, vous pouvez aller aussi, il y a certainement d'autres centres qui donnent aussi des formations ou en présentiel aussi. Ça peut être aussi intéressant. Et ce qui est important, c'est de prendre toujours du recul par rapport à ce que vous voyez en petite formation comme ça et comparer ce qu'on vous a dit avant, les connaissances que vous avez déjà, etc., pour prendre du recul et analyser et progresser aussi. Mhm. Donc, mais il n'y a pas de secret. Il faut se former. C'est pas en ayant lu 2 articles, en ayant regardé ou écouté un podcast que on est compétent. Je vous parlais d'expertise. N'importe quel métier nécessite l'acquisition de compétences, de connaissances et de compétences via des formations régulières. Oui, c'est ça. Je pense que, en effet, ce qui est important, c'est la formation continue. C'est-à-dire que C'est ça. bah, c'est pas parce qu'on a suivi une formation d'éducateur canin, peu importe sa durée, qu'elle ait duré 2 jours ou qu'elle ait duré 2 ans, bah, même au bout des 2 ans, on ne sera pas complètement formé définitivement et à jamais. Il Ça. faudra quand Mm. même Il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a aucune réglementation, donc toutes les formations sont très variables, les niveaux sont très variables. Donc, effectivement, on peut faire une formation d'éducateur pour démarrer, mais il est vraiment très intéressant d'aller voir ailleurs aussi, d'aller voir différentes choses ou en fonction des revenus que vous avez. Vous pouvez par exemple aussi aller sur des congrès ou des choses comme ça pour écouter déjà ce que disent et vous pousser à la réflexion et puis vous dire, bah, tiens, ça peut être intéressant. Du coup, ça, je vais pousser un peu plus. Je vais peut-être essayer de trouver un webinaire, une formation sur le sujet, etc. Mhm. Et, Mais rester en formation continue tout le temps, en fait. Mm. et pour des personnes qui n'auraient jamais lu une étude scientifique de leur vie, est-ce qu'il y a un contenu, euh, une façon, c'est pas vraiment un contenu, c'est plutôt une façon de se renseigner qui est plus safe pour toi qu'une autre? Est-ce que ma question est claire ou pas? Se renseigner sur quoi? Bah, par exemple, si je veux donner un exemple concret,
Est-ce que tu dirais, bah, voilà, je vais donner le truc extrême, hein, exprès, bah, si vous êtes professionnel, allez vous renseigner sur Facebook. J'imagine que non. Non? Voilà. Mais du coup, pour toi, est-ce qu'il y a une méthode? Parce qu'on pourrait se dire, l'autre extrême, ce serait de dire, bah, allez lire des méta-analyses, etc. Tu vois? Mais peut-être que c'est pas à la portée de tout le monde, Non. d'aller lire des méta-analyses sur, voilà, Bon, il faut savoir lire une étude scientifique. En plus, tout le monde ne parle pas anglais. voilà. Euh, L'anglais, c'est Alors, déjà, si pour être sûr, il y avait une question, je crois, en début de live qui demandait comment on reconnaît une étude scientifique. Bah, ça, déjà, c'est un indicateur. Si elle écrit en français, déjà, ou en italien, la langue officielle des études scientifiques, c'est l'anglais. De manière à ce que tous les chercheurs puissent partager leurs informations et travailler ensemble. Et donc, tout le monde ne lit pas l'anglais. Donc, il y a des fois, et c'est aussi comme ça que j'ai axé la formation sur l'approche scientifique, c'est qu'il y a des fois, bah, on n'est pas, on peut pas être expert partout, donc on peut pas aller lire directement les études, donc il faut faire confiance parce que Mmh. la confiance fait partie aussi de notre société. Quand vous appelez votre plombier, il a les compétences en plomberie nécessaires. Vous ne remettez pas en cause ses compétences et vous n'allez pas aller chercher comment faire pour vérifier s'il a bien fait son travail. Donc c'est un peu pareil, c'est-à-dire que faut aller effectivement regarder des webinaires, lire un livre, mais regarder, évaluer aussi qui a écrit, qui a fait le webinaire, qui a écrit quelles sont ses compétences. S'il y a quelqu'un qui vous fait un webinaire sur un sujet, je ne sais pas quoi, quel sujet, quoi. Bah, même un scientifique qui fait un webinaire ou qui vous fait une conférence sur le chien, alors que toutes ces études ont été sur je sais pas moi, sur le pingouin. Bon, bah, attention quand même. Lui, il sait lire les études scientifiques, effectivement, mais c'est pas son domaine de recherche. Ah, donc, on va aller jusque-là, c'est-à-dire qu'un scientifique qui vous fait une conférence sur le comportement alors que c'est un généticien ou c'est un physicien, attention, mettez une petite alerte. Par contre, s'il y a quelqu'un qui est sur le terrain depuis très longtemps, qu'il a une logique par rapport aux bases scientifiques que vous avez, ben, peut-être vous lui faire confiance. Donc, en fait, c'est vraiment une évaluation d'information parce qu'on est obligé de faire confiance dans une certaine mesure aux experts. On ne peut pas être expert dans tous les domaines. Non, et on peut pas reproduire d'études scientifiques nous-mêmes, pour vérifier si c'est Non, vrai. ben les scientifiques s'en chargent, c'est leur job. Voilà, c'est ça. C'est leur job, c'est qu'ils s'en chargent. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique aussi dans la formation. J'avais pas du tout prévu de parler de cette formation, mais Bah, tu fais bien, hein, c'est intéressant pour tout le monde, et, je pense. c'est ce que j'expliquais dans cette formation. C'est qu'en fait, il faut savoir aussi que toutes les données scientifiques n'ont pas la même valeur. Pour acquérir vraiment le statut de savoir, de savoir scientifique, il faut que l'étude ait été reproduite plusieurs fois par des équipes indépendantes et qu'on soit sûr. Enfin, il y a tout un protocole quand même derrière. C'est pas juste une étude comme ça qui va changer le monde. Euh, Oui, c'est ça, parce que finalement, n'importe qui pourrait dire, aujourd'hui je donnais du jus d'orange à mon chien, il a fait une diarrhée, donner du jus d'orange à son chien est égal à faire automatiquement des c'est diarrhées. ça, c'est ça, Alors oui. qu'en réalité, Ça c'est un ressemble beaucoup milliard de fois plus sur les complexe. réseaux sociaux quand même, ce genre de remarques. Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc il faut aussi, à un moment donné, pouvoir faire confiance d'une certaine manière à l'expertise, hein. On n'a pas le choix, hein. On ne peut pas tout savoir, hein. Non, c'est sûr. Et donc, du coup, j'ai une question de Florian qui nous dit existe-t-il ou recommandez-vous un endroit où trouver les études scientifiques solides? Bon, ça, je te laisse répondre. Je suis embêtée parce que
Ma réponse, c'est aller voir dans mon cours, quoi. C'est pas si simple que ça. Il y a différents sites où on retrouve des études scientifiques. Donc en fait, on a PubMed, on a Science Direct, où on a toutes les données, enfin une grosse partie des études scientifiques. Euh, alors, faut quand même, tout n'est pas sur ces sites parce que en fait, ça dépend des journaux dans lesquels c'est publié, les journaux scientifiques, et toutes les études n'ont pas la même valeur parce que ça dépend du journal aussi dans lequel c'est publié. Parce que avant publication, il y a un contrôle. Et c'est pas toujours le même. C'est pas toujours la Donc, même qualité il y a tout aussi. ça. En fait, c'est pas si simple que ça Mhm. de trouver. Mais vous pouvez aller sur Science Direct ou sur PubMed. Et parfois, si je Et peux me vous faites permettre une un ajout, recherche avec des mots-clés. Mais faut savoir le faire, quoi. ouais, c'est ça. J'allais Voilà. dire, si je peux me permettre un ajout, parfois on peut aussi contacter les personnes qui ont travaillé sur ces études pour obtenir les études. Ça arrive. Ah, ça dépend, ça dépend. Ah, donc, moi, j'ai pas répondu correctement à la question. Alors, on n'a pas compris la question de la même manière. C'est-à-dire, Peut-être, et c'est trouver complémentaire, je pense. les études, oui, c'est ça, c'est complémentaire. C'est-à-dire que euh, où trouver toutes les études qui existent, voilà, sur le chien, bah, vous allez aller effectivement sur des sites spécialisés qui regroupent plusieurs journaux scientifiques. Donc, je vous disais PubMed et Sciences Direct, par exemple. Euh, Après, si vous avez déjà le nom d'un auteur, par contre, effectivement, c'est un système où c'est publié dans des journaux. Donc, il vous faut un abonnement au journal pour lire l'article en entier. Sur Science Direct, sur PubMed, vous allez avoir les résumés des articles. Ça vous donne déjà pas mal d'indications de lire un résumé. C'est déjà pas mal. Si après vous voulez, il y a des articles qui sont en libre accès, mais pas tous. Et donc après, il faut effectivement envoyer un message à l'auteur pour éventuellement avoir une copie. Il y a des fois, il y en a qui envoient des copies sur demande. Donc voilà, c'est pas. C'est pas si simple. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une expertise. Je vais vous parler d'expertise, mais c'est un métier, c'est une chose à part entière. C'est-à-dire comment font les chercheurs pour chercher les informations des autres. La recherche, elle se base sur les recherches précédentes pour toujours augmenter nos connaissances. Donc, il faut. La réponse à la question, pour moi, n'est pas si simple que ça, parce que je peux vous dire, science directe, oui, et alors, vous allez faire quoi de ça? Vous allez aller taper trois mots-clés, ça va vous sortir 2000, 5000 références, parce que vous n'avez pas forcément choisi des mots-clés assez restrictifs, vous connaissez pas les mots-clés scientifiques, donc en fait, il y a plein aussi de choses, donc voilà, j'ai un peu élargi la réponse à la question, en fait. Non, mais c'est très bien. Je pense que nos viewers sont friands des questions, enfin des réponses plus complètes. Donc aucun problème avec ça. Euh, voilà, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de nos questions. Et alors, je regarde un petit peu, il y avait pour un non professionnel qui a envie d'apprendre, mais honnêtement, les cours Muso Plus, je sais qu'on est sur Muso Plus, mais vraiment, je pense que on peut faire confiance à toutes les instructrices. Il n'y a pas d'instructeur, je ne pense pas. Non. Si c'est le cas, je prendrai la responsabilité de me faire taper dessus. Je rigole. Euh, donc toutes les instructrices sont compétentes et ont des cours brillants, etc. Donc vraiment, bah, nous, on connaît le contenu, donc on peut vous le conseiller. Il y a bien sûr d'autres plateformes, bien sûr d'autres formations, d'autres webinaires, d'autres tout ce qu'on veut sur le sujet. Et évidemment, comme on ne les connaît pas tous, eh ben, on ne peut pas vous dire exactement oui, non, allez vers ci ou vers ça. Donc c'est C'est plus ça, complexe c'est que pour ça. ça, ouais. C'est ça pour ça que je vous disais aussi, faites plusieurs et comparez, enfin, prenez du recul par rapport aux informations aussi. C'est ça, Si vous tout à allez fait. toujours au même endroit ou toujours chez la même personne, vous allez toujours avoir le même son de cloche. Mm. Donc ça vous permet pas de réfléchir et de prendre du recul. Ouais, tout à fait. Ça crée une espèce de bulle de filtre
qui va un peu toujours dans notre sens, dans C'est ce qu'on ça. Oui, oui, connaît, oui. etc. Et Tout à donc qui permet pas d'évoluer et de sortir de sa zone de confort, quoi. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller sur des plateformes où il y a plusieurs instructeurs. Mhm. Ouais, tout à fait. Et après, il y a aussi certainement par chez vous des formations en présentiel qui peuvent être intéressantes. Mhm, mhm. Ouais, tout à fait. Euh, Et alors, donc un éducateur qui n'aurait pas une base scientifique n'est pas forcément un mauvais éducateur. Stéphie nous Qu'est-ce qu'on a... demande. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle base scientifique. Oui. Moi, je le Mais vois comme quelqu'un je qui n'est connais- pas intéressé par ça, mais peut-être qu'elle veut dire quelqu'un qui n'a pas fait. Parce que du coup, si la question c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études scientifiques, je pense qu'il y a peu d'entre nous, des éducateurs, qui ont fait éthologie, oui, non, psychologie mais ou je sais pas il quoi y a avant, pas hein. besoin Voilà, c'est ça. d'être scientifique pour d'être chercheur ou d'avoir fait une formation de chercheur en sciences pour être éducateur. Et il y a plein d'éducateurs qui ne se sont jamais posé la question. Bah, je dirais, le problème se poserait moins si on avait une meilleure réglementation, des choses qui soient un peu plus cadrées. Parce que si vous allez dans une formation d'éducateur et qu'on vous donne les informations, comme je vous parlais du plombier tout à l'heure, dans la formation, on va vous donner les informations nécessaires, les informations qui sont tirées de la science, les informations nécessaires. Vous avez besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'aller vous valider, lire l'étude scientifique. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que dans les formations, bah, vous avez une partie qui est scientifique, l'autre qui ne l'est pas, et on ne sait plus ce qui est scientifique, on ne sait plus ce qui ne l'est pas. C'est en ça que je vous dis, du coup, vous devez être 2 fois plus vigilant que pour un autre métier. Bon, on n'est pas le seul métier comme ça, hein, mais Non. tant qu'il y a pas une réglementation et qu'il n'y a pas une continuité chez tous les professionnels et une même manière de faire, en tout cas une même approche chez tous les professionnels, on se retrouve forcément avec des formations très diverses. Et donc de devoir un peu plus vérifier les sources ou vérifier les informations. Donc, il est intéressant du coup de faire plusieurs formations pour voir si tout le monde... À partir du moment où vous entendez la même chose dans plusieurs formations, il y a des chances que ce soit un peu plus sérieux que si vous entendez tout et son contraire, quoi. Mhm, tout à fait. Mais bon, en même temps, il y a des fois, il y a des infos qui sont pas bonnes et qui sont partout, hein, donc on ne sait pas. C'est C'est pas, sûr. je comprends que je réponds pas à vos questions, que vous êtes autant perdu qu'avant, mais je sais que c'est pas si simple que ça, quoi. Bah, moi, en fait, je trouve que c'est pas si mal parce que ça permet de passer de l'étape je ne sais pas, tu vois, donc je n'ai aucune idée, à en fait, c'est complexe, je sais que je ne sais pas parce que je comprends un Ah peu oui, mieux la complexité. Si tu tout à comprends ce que je fait. veux dire? Donc, Oui, oui, tout à fait. peut-être que tu n'apportes pas des questions directes, donc faites ci A, B, C, D et tout ira bien. Mais peut-être, mais au moins tu ouvres un petit peu la perspective sur, en fait, je sais que c'est beaucoup plus complexe que ce que je l'imaginais Ah, et donc du coup j'avance un petit peu dans ma réflexion aussi, quoi. oui, c'est ça. C'est ça, c'est avancer dans sa réflexion. Et je vais quand même rebondir parce que là, j'étais partie un peu en live sur la question justement. C'était on peut être éducateur sans être scientifique. Moi, je connais des très bons éducateurs, mais donc là, on va être sur les vieux de la vieille, hein, euh, qui n'ont, ne parlent jamais de science. Et par contre, ils sont extrêmement logiques dans ce qu'ils font. Et en fait, tout ce qu'ils font, moi, je peux l'expliquer scientifiquement, enfin pas tout, mais parce que tout n'est pas prouvé, mais je peux le rattacher à plein de choses qu'on connaît scientifiquement. Et pourtant, eux, parce qu'ils ont été formés il y a 20 ans, ils n'ont pas cette notion de ah, faut que je m'intéresse à la science, parce que c'est quand même, c'est quand même assez récent, quand même, cette envie de vouloir aller chercher, d'être scientifique, alors que c'est pas un métier où on a forcément besoin de l'être. Après, c'est normal que ça arrive maintenant parce que les informations sont trop divergentes. Donc forcément, on veut aller chercher la source, donc forcément, on s'intéresse à la science. Mais il y a plein de professionnels sur le terrain, en tout cas plein, j'en sais rien, mais en tout cas j'en connais quelques-uns qui sont très bons sur le terrain. Ils vont jamais vous parler de science, quoi.
Mais par contre, quand vous les regardez pratiquer, vous savez qu'ils se basent sur la science. Mhm. Mais ça, c'est des... Parce qu'ils ont eu une formation au démarrage qui était à peu près logique. Il y a quand même, il y a 25-30 ans, les formations, il n'y en avait pas tant que ça, et il y en avait qui étaient données notamment sur des plateformes de psychologie. Donc il y avait quand même des connaissances. Aujourd'hui, c'est un peu celui qui veut se former, qui n'y connaît rien, qui dit tiens, je voudrais être éducateur. Le jeune qui se dit je voudrais être éducateur câlin, c'est quand même galère, hein, vu le nombre de formations. Oui, et puis même j'irais plus loin, je dirais même simplement le gardien du chien qui rencontre des problèmes, c'est aussi très Ah bah ça, j'en difficile parle même pas. de J'en parle trouver même pas. un éducateur ou un comportementaliste parce que lui-même n'a pas de compétences là-dedans. Donc même si, imaginons que tous les CV étaient affichés sur tous les sites internet, ce qui n'est pas le cas, bah, il serait même pas capable de définir quelle est la bonne formation et quelle Non, est et le c'est bon... pas son boulot. Et non, c'est pas son boulot en effet. Il appelle le plombier, il va pas regarder si le plombier, alors, il va peut-être regarder les commentaires Google, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je reviens toujours à mon idée de plombier, mais c'est exactement ça, c'est que il fait appel à un éducateur, il fait appel à un professionnel, il attend des compétences derrière et il ne remet pas en cause les compétences. Mhm. Jusqu'au moment où il n'a pas de résultat, il en appelle un autre. Moi, mon plombier, je le fais venir pour une fuite, il y a toujours une fuite, soit je le fais revenir, soit j'en appelle un autre. Donc, Non mais après, et c'est là que les gens se rendent compte qu'en fait, il y a des différences et que, ah oui. Et mais c'est malheureux parce que c'est difficile pour les gens ils peuvent pas choisir. Enfin, c'est pas leur job. ah, tout Donc, à fait. on se retrouve avec des chiens. Moi, j'en ai eu un il y a pas longtemps, un chien de 7 ans. 7 ans, réactif humain, congénère. Ça fait 7 ans que le maître il fait des trucs et qu'il appelle des éducateurs. Il a fait une formation avec un. Il était allé en formation, je sais plus où, chez un YouTuber il y a quelques années, pour finir, et ça n'a pas de résultat. Il a fait appel à un éducateur coercitif, un autre en positif, et le mec il arrive ici, le chien il a 7 ans, il est toujours avec son problème, quoi. Mhm, 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 mhm. Donc, c'est pour ça que je disais au démarrage, enfin tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est aussi se former et être conscient de ses limites de compétences et vraiment savoir transmettre aussi. Pourquoi? C'est pas parce que vous mettez une friandise dans les mains de quelqu'un qui va savoir éduquer. La friandise, c'est juste un outil, quoi. Mhm. Euh, et vous avez des éducateurs qui disent, bah, vous mettez la friandise, on va distraire le chien, tata. Mais non, c'est pas pro ça. Il faut que les gens ils sachent où ils vont. Et après, il faut leur mettre des, des niveaux de compétences, leur faire acquérir le niveau de compétence au fur et à mesure, comme on fait avec le chien. Ouais, j'allais dire la même chose, c'est-à-dire que C'est ça, c'est ça. on doit finalement utiliser les méthodes qu'on utilise pour nos apprenants non humains. On devrait utiliser les mêmes, peut-être pas sous la même forme, mais C'est ça. les mêmes pour nos C'est apprenants ça. humains, Oui, quoi, oui. tout simplement. Oui. Donc la même patience, le même découpage dans les shipping plans, etc. Enfin voilà quoi, et c'est pas une idée qui est vraiment beaucoup répandue, mais pourtant quand on y pense, ça semble logique. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça marche. Eh ben, écoute, on n'a plus de questions, on n'a plus de Plus de commentaires, à part merci beaucoup, etc. Donc c'est super. questions. On Après, a, j'ai encore plein de choses. Je oui, sais qu'il y a plein de choses que j'ai dit et je me dis, ah mince, j'aurais dû ajouter ça comme petit bémol à ce que c'est j'ai dit. toujours le cas. Un tout grand merci, Stéphanie. Merci à tous nos viewers. Ah, merci à vous parce que On a beaucoup des merci et c'est tout ça. longtemps, hein. Ouais, Merci euh, pour on, la patience. on a beaucoup de remerciements. Je crois que ça a plu aux gens. Ça nous fait Tant vraiment mieux. plaisir d'avoir des chouettes retours. Et alors, Super. eh ben, on vous dit à très très bientôt. Eh ben, Ciao, à ciao! bientôt alors. Bye bye.